Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de l'Afrique. À la une de l'actualité sur le continent, la Côte d'Ivoire. 6 semaines après son retour au pays, l'agenda politique de Laurent Gbagbo se précise. Il envisage de quitter le Front populaire ivoirien pour lancer une nouvelle formation politique. Il était en conflit avec l'actuel président du parti. À la une également, ce mouvement social à Conakry. Les chauffeurs de bus et de taxis refusent de rouler. Ils entament une grève générale et illimitée. Le gouvernement leur interdit de modifier leurs tarifs alors que le prix du carburant a grimpé. Et puis, reportage à suivre à la fin de ce journal, le retour d'un héros. Hugues Fabrice Zango fait la fierté de son pays. Il est le tout premier médaillé olympique qui est connu, le Burkina Faso. Il a décroché le bronze sur le triple saut à Tokyo. Voilà pour les titres. Il souhaite donc désormais faire cavalier seul. Laurent Gbagbo veut fonder son propre parti politique. Il l'a annoncé cet après-midi devant un comité du Front populaire ivoirien, une formation qu'il avait lui-même fondée en 1982. Pascal Afine-Guessant, l'actuel président du FPI, a quant à lui été tenu à l'écart de cette rencontre. Autrefois alliés, les deux hommes, vous l'aurez compris, sont aujourd'hui en désaccord total. On retrouve tout de suite en direct depuis Abidjan notre correspondante sur place. Bonjour à vous, Anan Ferjani. Anan, merci d'être avec nous. La création d'une nouvelle formation politique, c'est bien la preuve des ambitions politiques, justement, que nourrit Laurent Gbagbo, on l'imagine, depuis son retour au pays. Alors écoutez, Nabia, si ce n'est pas la preuve, inéluctable, c'est au moins un indice clair. Alors ce que je peux vous dire, c'est que si Laurent Gbagbo n'a pas employé le terme de parti politique à proprement parler, d'après le communiqué final que nous avons reçu, il a évoqué, je cite, la création d'un instrument de lutte pour les idéologies, donc de son parti, le Front populaire ivoirien. Cette annonce intervient dans un contexte finalement de division qui ne date pas d'hier au sein du parti, un parti en profonde division finalement entre les pro-Gbagbo, les Gors comme on les appelle, c'est-à-dire Gbagbo ou rien, et ceux qui sont plutôt pro-Pascal Afine-Guessant, donc qui lui, comme vous l'avez dit, a été tenu à l'écart de ce meeting. Alors justement, Pascal Afine-Guessant, lui, se considère comme le leader légitime, légal et légitime du parti, et Laurent Gbagbo l'a évoqué, il a justement dit que c'est contraint par, je cite, le fait que Pascal Afine-Guessant prenne en otage le FPI, qu'il s'est trouvé obligé de prendre cette décision, qu'il s'agit en quelque sorte pour lui de prendre de la hauteur, de faire preuve de raison et de sagesse. Alors ce que l'on peut imaginer, c'est que les tractations politiques au sein de l'opposition vont s'accélérer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Est-ce qu'on sait, Anan, ce qu'il va en ressortir quant à l'avenir de ce Front populaire ivoirien, une formation politique, on le rappelle, que Gbagbo avait créée en 82? Alors oui, c'est la grande question. Il est peut-être un petit peu tôt pour se prononcer, Nabia. Quoi qu'il en soit, nous avons pu nous entretenir aujourd'hui avec le porte-parole de Pascal Afine-Guessant, ici à Kassangaré, qui nous a dit se réjouir de l'annonce de Laurent Gbagbo, qu'il estime finalement vient entériner cette notion de légalité, car je le rappelle, Pascal Afine-Guessant se considère comme le président légal et légitime du parti depuis 2015. Il a toutefois tenu à déplorer le fait qu'il n'y ait pas eu de concertation politique entre les deux hommes avant que cette décision ne soit prise. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, étant donné que Pascal Afine-Guessant a du mal à asseoir sa légitimité face au pro-Gbagbo au sein du parti, cette nouvelle pourrait être considérée comme une bonne chose pour lui. Et puis il y a évidemment la question de l'avenir politique également d'une autre actrice principale du parti et autre fondatrice également du Front populaire ivoirien. Il s'agit évidemment de Simone Gbagbo, ex-première dame, qui, il faut le dire, a des relations également houleuses avec Pascal Afine-Guessant. À sa sortie de prison en 2018, Simone Gbagbo avait rejoint les rangs des dissidents contre Pascal Afine-Guessant et donc pro-Gbagbo. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo sont en instance de divorce. C'est un divorce au plan personnel qui a entériné également un divorce politique. Et ce qui a changé, c'est que cette ancienne défenseuse du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ne prononce plus son nom lors de ses déplacements politiques. Alors, allons savoir donc si ce départ de Laurent Gbagbo, si son choix de faire cavalier seul va changer un petit peu les alliances au sein du parti ou au contraire créer une véritable guerre de pouvoir entre Simone Gbagbo et Pascal Afine-Guessant.
Merci beaucoup Anan, merci pour toutes ces précisions. Anan Ferjani en direct depuis Abidjan. On en vient maintenant à cette série d'attaques menées simultanément à Karou, Ouattaguna et Déout-et-Gueft. Ce sont 3 villages de la région de Gao dans l'est du Mali, tout près de la frontière avec le Niger, vous le voyez sur cette carte. Au moins 51 personnes ont été tuées, des civils essentiellement. Il n'y a pas eu de revendication pour l'heure, mais des sources sécuritaires imputent ces attaques aux djihadistes qui sévissent dans la région. Paul Lorgerie est à Bamako pour France 24. Pour le déroulé des faits, hier, dans cette triple attaque, les présumés djihadistes se sont mis à l'entrée des villages et ont commencé, je cite une source locale, à tirer sur tout ce qui bouge. Donc l'armée doit se rendre sur place, ainsi qu'une délégation régionale. Pour rappel, donc, les villages de Ouattaguna, cette commune rurale de Ouattaguna se trouve dans le cercle d'Assango, la région de Gao, qui est en proie à une lutte d'influence entre les différents groupes islamistes sur place, c'est-à-dire le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, mais aussi à l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. La Guinée en alerte. Un premier cas du virus de Marburg a été détecté dans le sud-est du pays. Ce virus est de la même famille que celui d'Ebola. Il se transmet par contact direct avec le sang et les sécrétions de personnes ou d'animaux sauvages infectés. D'après les autorités sanitaires, le patient identifié a été placé en quarantaine. À Conakry, des milliers de personnes privées de transport. Une grève générale paralyse la capitale guinéenne. Les chauffeurs de bus et de taxis refusent de travailler. Ils contestent une décision qu'ils ne comprennent pas. Les autorités leur interdisent d'adapter leurs tarifs à la hausse du prix à la pompe. Malik Diakité est sur place. Les Conakricains ont été surpris. Aucun véhicule de transport en commun n'était en circulation dans la ville ce matin. De la banlieue jusqu'au centre-ville, le constat est le même. Des milliers de personnes n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail. Que se passe-t-il? Les transporteurs ont tout simplement décidé de déclencher une grève générale. Ils protestent contre l'augmentation du prix du carburant intervenue la semaine dernière. Le litre est passé de 9 000 à 11 000 francs guinéens, soit une augmentation de près de 20 centimes d'euros. Ils ont augmenté le 2 000 francs par litre. C'est force, le transport va augmenter. Imaginez-vous, si tu consommez 20 litres par jour, tu vas augmenter 40 000. Le syndicat et le gouvernement, il n'a qu'à le maintenir. Si vous ne diminuez pas le prix de carburant, il n'a qu'à maintenir le transport en ville ici 2 000 francs. Au ministère en charge des Transports, on s'est dit ouvert au dialogue, tout en affichant une position claire. Pas question d'une augmentation des transports. Aujourd'hui, avec 1 litre de carburant vendu à la pompe à 11 000 francs, pour les taxis, le transport normal, c'est 1 500 francs. Puisque le prix officiel qui avait été fixé lorsque le prix du carburant était vendu à 10 000 francs, c'était 1 300 francs. Mais pour faute de petites coupures dans la circulation, l'État a dû laisser les 1 500 se pratiquer. Ce lundi, les activités ont tourné au ralenti dans la ville. Des échauffourées ont éclaté sur la route Le Prince en banlieue de Conakry entre forces de l'ordre et jeunes manifestants qui soutiennent les transporteurs. Dans le reste de l'actualité sur le continent, au Mozambique, la reprise du port stratégique de Mocimboa da Praia, c'est une reconquête annoncée par l'armée rwandaise et une avancée majeure pour les forces mozambicaines. Il y a tout juste 1 an, les djihadistes avaient fait de cette ville leur bastion. Ils convoitent la province de Cabo Delgado, laquelle abrite l'un des plus importants projets de gaz naturel liquéfié d'Afrique. Au Nigeria, les médecins restent mobilisés. Ils entament leur 2e semaine de grève, un droit que le gouvernement leur refuse en cette période d'épidémie. Mais pour ces praticiens, les conditions de travail ne sont plus tenables. Ils manquent de tout et souvent, leurs salaires ne leur sont pas versés. Et puis au Maroc, la vaccination est étendue aux jeunes âgés de 20 à 24 ans. Les autorités disent vouloir atteindre au plus vite l'immunité collective. Alors que le virus circule activement dans le royaume, 14 millions de personnes ont reçu à ce jour une première dose de sérum anti-Covid. C'est un peu plus d'un tiers de la population totale. Des soldats déployés en nombre dans les rues de Lusaka, en Zambie. Le climat se tend à 3 jours des élections générales. La population est appelée ce jeudi à élire son président et ses députés. Le président sortant, Edgar Lungu, espère se maintenir tandis que son adversaire de longue date convoite lui aussi la fonction suprême. C'est un reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens pour France 24. À quelques jours des élections, Samuel et son équipe continuent leurs efforts. Expliquer à la population pourquoi il est important d'élire tous les 5 ans son président et ses députés,
La Zambie n'en est pas à son premier scrutin, mais l'électorat perd parfois la foi. Ils disent qu'eux, ils votent et ils ne voient rien changer. Ils ne veulent pas donner le boulot à quelqu'un qui ne va en faire bénéficier que sa famille. Cette élection a des airs de déjà-vu. Les deux principaux candidats sont les mêmes qu'en 2016, le président sortant Edgar Lungu et son rival Hakainde Hichilema. Mais la campagne électorale cette année a été particulière. Une campagne en voiture et des rassemblements limités en raison du Covid. Une campagne aussi marquée par des affrontements entre pouvoir et opposition qui ont fait 3 morts. Le porte-parole du parti au pouvoir explique que l'armée restera déployée dans les endroits sensibles. Les incidents de violence qui ont été sporadiques et un peu partout dans le pays ont conduit le président à prendre des mesures plus fortes pour enrayer la violence, l'empêcher de se répandre dans le pays et de s'aggraver. En conséquence, il a renforcé les mesures sécuritaires en autorisant l'armée à venir en renfort de la police. Hakainde Hichilema, qui se présente à la présidence pour la 6e fois, accuse le pouvoir de provoquer ces violences, en empêchant notamment l'opposition de faire campagne. Ces militants ont été parfois dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Hichilema se plaint aussi d'avoir été harcelé et de n'avoir pas pu se rendre dans toutes les provinces du pays. Un porte-parole de son parti explique que la logistique n'a pas été facile. On ne lui a pas non plus toujours donné la permission de voler. Mais c'est bien plus facile de voler pour aller d'un point à un autre. Il a été contraint d'y aller par la route. Les Zambiens se rendront aux urnes le 12 août prochain en espérant que le scrutin ne sera pas aussi tendu que la campagne. Hugues Fabrice Zongo accueilli avec les honneurs. L'athlète est de retour à Ouagadougou. Sa médaille de bronze autour du cou, le jeune homme fait la fierté de son pays puisqu'il est le tout premier médaillé olympique qui est connu, le Burkina Faso. Laurent Berstecher nous en dit plus. Un retour triomphal pour le nouveau champion du Burkina Faso. Hugues Fabrice Zongo était accueilli en héros par des centaines de fans et de proches à l'aéroport de Ouagadougou dimanche soir. Un bain de foule bien mérité pour l'athlète après ses exploits aux Jeux Olympiques de Tokyo, où il a su décrocher la première médaille de l'histoire du pays. Tout le peuple y a cru et tout le peuple m'a apporté son soutien. J'ai reçu aucun commentaire négatif par rapport à ce rêve-là et ce rêve est devenu réalité. Nous avons la première médaille olympique du Burkina Faso. Le compteur est ouvert et je sais que moi et les générations futures peut-être marqueront encore plus le pas dans d'autres échéances à venir. Arrivé 3e au triple saut, Hugues Fabrice Zongo est le premier athlète africain à décrocher une médaille dans cette discipline. Une fierté nationale pour tous les Burkinabés et une performance saluée par le ministre des Sports. Cette victoire est une joie collective pour l'ensemble des 20 millions de Burkinabés. Qu'ils se sont tous réunis autour de la victoire de Hugues Fabrice Zongo et qu'ils se sont tous sentis soudés par cette victoire. Hugues Fabrice Zongo ne compte pas s'arrêter là et pense déjà aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, où il rêve de remporter la médaille d'or. Et puis avant de refermer ce journal, sachez que notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise, qui collabore notamment avec le journal Le Monde, est la cible depuis plusieurs jours d'une violente campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Son intégrité professionnelle est injustement remise en cause. La SDJ de France 24 appelle les responsables politiques tunisiens à condamner toute incitation à la haine et à protéger la liberté de la presse. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.